Salut à vous. Salut. Salut Clément. Donc, Salut Mathieu. tu es une des deux moitiés de Catch Up Games. C'est ça. La maison d'édition derrière Faraway, derrière Château Combo, derrière After Us, derrière Paper Tales et d'autres. Derrière The Loop. Derrière Q-Birds. Ton jeu préféré. Et donc, on vous a, alors, Catch Up Games et toi, pour discuter de l'histoire de Catch Up Games. Mm-hmm. Et d'ailleurs, pourquoi ce nom? Pourquoi Catch Up Games? Oh, putain, parce qu'à un moment, il faut trouver un nom. Ouais. Et trouver un nom, c'est difficile. Déjà, c'est difficile sur des jeux, c'est difficile sur une maison d'édition. Vraiment, je sais plus d'où ça vient. Je sais qu'on a longtemps galéré. On trouvait pas de nom, et puis on s'est dit tiens, un truc en rapport avec le jeu. Il y avait le catch-up, c'est bon, il y a pas mal de votre public qui doit le savoir, mais le catch-up, c'est les mécaniques de rattrapage qui font que quand t'es dans un jeu et que tu perds, t'as toujours une chance un peu de revenir. Voilà, en anglais c'est catch-up. On s'est dit pourquoi pas un nom anglais plutôt que je rattrape. Et du coup, c'est Catch Up Games. Mais vraiment, je crois que c'est ça, mais je sais plus précisément comment ça s'est passé. Alors, tu as monté la maison d'édition avec Sébastien qui ton associé. Et est-ce que vous vous connaissiez avant? On se connaissait un petit peu. On se connaissait, mais ça faisait pas si longtemps. On s'était rencontrés sur une nuit du proto. Une nuit du jeu où il y avait toute une section proto organisée par Feu le Ludopole, qui était un regroupement d'activités et métiers autour du ludique à Lyon. Il y avait le bar à jeux qui organisait des nuits du jeu régulièrement. Il y avait des nuits du proto. On s'était rencontrés là. Ils venaient avec des protos, je venais avec les miens, comme pas mal d'autres personnes. Et on a sympathisé à ce moment-là. On s'est bien entendu et voilà. Et donc du coup, je pense que, alors, j'ai plus exactement les dates, mais la création de la société, c'est 2014. On a dû commencer à travailler sur le projet en 2013. Et puis moi, je suis revenu sur Lyon au mois d'avril 2011. Donc je l'ai rencontré à Lyon. Tu vois, je l'ai pas rencontré tout de suite. Ça devait faire un an, quoi, qu'on se connaissait quand on s'est dit ah tiens, si on faisait une maison d'édition. Et donc tu mentionnais les protos. Ni toi ni Sébastien, à ma connaissance, n'avaient publié ces prototypes. Ouais. Et encore moins chez Catch Up Games. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait comme plein d'éditeurs qui s'auto-éditent avant d'éditer les jeux des autres? Probablement parce qu'on n'était pas très satisfait de ce qu'on faisait. Moi déjà, je faisais des protos, mais j'avais jamais sauté le pas de le présenter à un éditeur. Probablement parce que je sais pas. Je crois que j'étais pas très content de ce que je faisais. Je crois pas que Seb non plus l'avait fait. Et puis on se disait, si on édite les protos des autres, on aura plus de recul que si on fait nos propres jeux. Et puis ça sera plus facile en fait. Il y aura moins de querelles d'ego. On s'était dit potentiellement si c'est aussi pas nos jeux. Et donc votre premier jeu, c'est Sapiens, un jeu de Cyril Leroy. Ouais, en 2015. En 2015. Comment est-ce que vous le récupérez et comment est-ce que ça se passe? On le rencontre par rapport au réseau lyonnais. Et là, le Ludopole intervient aussi un tout petit peu. En fait, ça fait quelque temps qu'on cherche des jeux et c'est un peu galère quand tu n'as rien fait. Et puis surtout, on n'avait rien fait, c'est-à-dire qu'on n'en travaillait même pas dans le milieu du jeu avant, on n'avait pas été chef de projet ailleurs. Donc c'est un peu difficile d'aller voir les gens et de leur dire on va monter une maison d'édition, ça va être super, fais-nous confiance. Ça c'est chaud. Et donc on cherchait pas mal de jeux et on sait que on en a parlé à différentes personnes, dont Julien Gaillet, qui était à l'époque vendeur de Archichouette, une boutique qui existait depuis quelques années à Lyon et qu'on connaissait. Et il se trouve que Julien, avec qui on s'entendait bien, était aussi enseignant au FM2J, qui est le centre de formation au métier du jeu qui était à Lyon, qui à l'époque était au Ludopole. Et il se trouve que les étudiants qui suivent cette formation, chaque année, ils doivent faire un jeu, un proto pour se frotter à la création, voir ce que c'est, quoi. Et là, Julien nous avait dit il se trouve que dans ma promo cette année, il y a 2 jeux que je trouve intéressants, ça vaudrait le coup que vous les voyez. Et un des 2 était donc ce qui allait devenir Sapiens, ça s'appelait Dominaphora à l'époque. Et c'est Julien qui a organisé cette rencontre avec Cyril et avec un autre auteur dont malheureusement j'ai oublié le nom, j'en suis désolé, mais ça s'est pas fait avec lui. Il nous a on a fait cette soirée. Cyril nous a présenté Dominaphora. On s'est dit ça c'est chouette, le courant est bien passé. Et voilà, et on lui a proposé, je crois le lendemain, de dire nous on serait content que ça soit notre premier jeu. Et voilà. Et il a bien voulu y croire.
Et ça c'était cool, et c'était pas si facile parce que nous on était intéressés par ce jeu, mais Yellow l'avait vu aussi à l'époque et était intéressé par le jeu, et voilà, je crois que c'est qu'en fait la rencontre s'est bien passée, et il s'est dit bah j'y connais rien, autant y aller avec des gens qui n'y connaissent rien aussi. Peut-être qu'il s'est dit ça, Cyril. Alors, tu parlais de Yellow. Au début, vous avez été distribué par Yellow. Ouais. Est-ce que vous avez demandé à Yellow d'assurer la distribution parce qu'ils l'avaient déjà vu, parce qu'ils y croyaient déjà? Ouais, ça en faisait partie. Il n'y avait pas que ça. Nous, on se disait, bah, c'est indispensable d'avoir un distributeur quand on veut éditer des jeux. On n'était pas complètement à côté de la plaque. Et on s'était dit, bah, ce qui est intéressant aussi chez Yellow, c'est qu'il y avait des débouchés à l'international et potentiellement notamment aussi aux US avec Yellow US. Et puis eux, ils avaient déjà aussi d'autres éditeurs tiers en distribution, puisqu'à l'époque, ils avaient notamment Blue Cocker ou Scorpion Masqué à l'époque. Ils avaient même Purple Brain de Benoît Forget. Et voilà, on trouvait ça intéressant d'être chez Yellow en distribution. Et puis comme ils étaient intéressés par Sapiens, on s'était dit bon bah probablement à la fois que ça les intéressera, s'ils nous en veulent pas de l'avoir signé, ça les intéressera de l'avoir en distribution. Et puis en plus, comme c'est un jeu qu'ils trouvaient intéressant, leur retour pourrait être pertinent, parce qu'on se disait déjà probablement qu'un distributeur a aussi une meilleure vision marché que nous, et si ils nous donnent des conseils, ils doivent probablement être judicieux. Alors après le premier jeu, donc qui a j'ai l'impression pas mal marché. Alors c'était il y a 10 ans, donc le marché n'était pas tout à fait le même. Est-ce que ça a été plus compliqué pour les jeux d'après, parce que peut-être que vous avez eu plus d'énergie de communication sur le premier jeu que les autres, ou est-ce que ça a été équivalent? C'est une très bonne question. Il n'y a pas eu de gros creux. Sapiens, ça avait pas mal marché. On avait fait un premier tirage à 3000 exemplaires. On en avait refait 2000, je crois, derrière, en France. Et on avait fait de l'export, mais juste aux US. Et Yellow US nous en avait pris 5000. Donc on avait fait 10 000. Pour nous, c'était déjà, c'est chouette, quoi. C'est toujours chouette, déjà, 10 000 sur un jeu. Et sur un premier jeu, c'était hyper chouette. Après, on a eu Sol, ça a été plus difficile, mais c'était plus difficile financièrement pour nous, en fait, parce qu'on s'était dit, ok, on a fait Sapiens en Chine, maintenant on aimerait faire ce jeu en Europe, et en fait c'était un peu l'époque où financièrement, on savait pas trop comment ça se passait. Enfin, on y allait un peu au doigt mouillé. On avait vu un post. Enfin, je pense que énormément d'éditeurs d'éditeurs qui sont lancés ont vu le post de Cyril Demecq d'un jour sur Trick Track qui disait globalement, quand tu veux faire un jeu, c'est x6. Et puis, donc, on avait calculé à peu près x6, mais on savait pas si x6 ça comptait le coût du transport, ça comptait les illustrations, enfin tout ça. Bref, tout ça pour dire que Sol, en fait, on a plus galéré, mais pas tant à cause des ventes. On a surtout plus galéré parce que notre modèle économique il était dégueulasse et qu'on produisait hyper cher par rapport à ce que l'on vendait, donc on pouvait pas vraiment gagner d'argent dessus. Alors quand tu dis x6, c'est x6 entre le prix de production et ce que tu dois essayer de le vendre. Pardon. Le prix public hors taxe. C'est ça. Disons que si un jeu te coûte 6 € à produire, tu le vends à 36 € à peu près, quoi. D'accord. C'est la grosse marge, ce qu'on conseille. Et donc vous faites d'autres jeux. Et après, vous avez un tournant, je crois vers 2018, où vous publiez Paper Tales. C'est notre 5e jeu, parce qu'il y a eu Sapiens, Sol, Freak Shop, 12 Heroes et Paper Tales. Et on publie Paper Tales, qui est un jeu qui s'appelle Vorpal à la base, qui est un jeu de Masato Uesugi, et qui a déjà été édité à compte d'auteur, et ça fait déjà pas mal de temps qu'il a été édité à compte d'auteur. Il y a pas mal d'éditeurs qui l'ont vu, en fait, parce que le marché japonais était déjà surveillé. Mais personne l'avait édité il y a d'autres éditeurs qui derrière nous ont dit, notamment il nous avait dit, ah ouais, on l'avait vu ce jeu, on n'y a pas cru, etc. Il se trouve que Seb, lui, l'avait vu parce qu'il avait vu Vorpal, en fait, à l'époque, parce qu'à l'époque, il travaillait, je me rappelle plus pour quel magazine. Plateau, peut-être. Ouais, je sais plus si c'était Plateau ou JSP. Il l'avait vu, il avait trouvé ça cool, et donc, du coup, en fait, il se trouve que 12 Heroes, un des deux auteurs était Masato Uesugi. Nous, c'était une loca qu'on faisait sur 12 Heroes. Et du coup, comme le courant passait bien avec les auteurs, Seb s'était dit, je pourrais recontacter Masato pour lui dire, t'avais ce jeu, Vorpal, moi, je l'avais bien aimé, est-ce que les droits sont dispo, est-ce qu'on peut le faire? Et il se trouve que les droits étaient dispo, on a eu les droits monde, on a même eu les droits pour le Japon quand il a vu l'édition, il s'est dit ouais, c'est cool de faire cette édition. Et c'était un peu le premier tournant pour nous. À plus d'un titre, ça a été aussi un premier tournant parce que c'est avec ce jeu-là qu'on est passé en distribution chez de Yellow à BlackRock. Et BlackRock était déjà un peu développé, mais ils étaient un peu au début de l'export, et nous, ça nous intéressait aussi de pouvoir compter sur cet export-là. Et ils ont pas mal vendu ce jeu. Le jeu s'est bien vendu en France, c'est bien vendu à l'export. Je sais plus exactement combien on en a fait de ce jeu, mais je pense qu'on en a fait 50 000 au total, ce qui pour nous est incroyable.
Alors dans la vie d'une entreprise, on se salarie pas forcément tout de suite. J'imagine que toi, tu avais encore ton travail jusqu'à probablement Papertails. Je sais que Sébastien, il bénéficiait d'un chômage au début de votre activité. À quel moment vous vous salariez vraiment avec Catch Up Games? Mi-2018. Nos premiers salaires, je crois que c'est juillet 2018. Seb, lui, ça fait depuis 2014 qu'il est à plein temps dessus gratuitement, quoi. Enfin, sans gagner d'argent. Moi, j'ai quitté mon travail le 31 décembre 2016. Et en fait, on se salarie grâce à Papertails. En fait, le jeu sort en septembre 2017. On voit que ça se passe bien. On se dit qu'il va y avoir de l'export. Probablement qu'on aurait pu se salarier avant, un peu avant, mais on se disait ok, il n'y a pas de grosse urgence. Et, voilà, et on s'est salarié au milieu de l'année parce qu'on s'est dit bah là c'est ok, on peut le faire. Voyons comment ça continue où ça nous mène. Et derrière, il se trouve qu'il y a Q-Birds qui sort, je crois, on le présente à Cannes en avant-première. Je me rappelle, on l'a distribué à une centaine de boutiques qui étaient là-bas. Les gens ont bien aimé. Il a dû sortir en mars-avril. Et le jeu a aussi bien marché quand même. Je crois qu'aujourd'hui, Q-Birds, on en a 120, 130 000 exemplaires. Il continue à se vendre, alors que c'est un jeu qui est sorti en 2018. Et donc du coup, c'est ça qui a permis de nous salarier, en fait. C'est ces deux jeux-là, puis aussi ceux d'après, mais c'est vraiment le tournant Papertails pour ça, ouais. Il y a aussi un sujet qu'on peut aborder, c'est la localisation. Tu disais que vous aviez localisé 12 Heroes. Il y a eu d'autres localisations après, Sylve, God's Love Dinosaurs, quelques Dinosaur Island, Island, Roll and Write, la Flip 7, sur lequel vous avez quand même les droits monde hors États-Unis, si je me trompe pas. Tout à fait, hors langue anglaise. Hors langue anglaise. Et donc, pourquoi décider de faire de la localisation au moment où vous décidez d'en faire, et pourquoi décider d'en faire aussi peu, parce que finalement c'est pas non plus la majorité de votre catalogue. Non, ouais, c'est vraiment des réflexions sur le moment et des opportunités ou pas. C'est-à-dire que nous, quand on a lancé la maison d'édition, ce qu'on voulait faire, Seb comme moi, c'était de l'édition. Et les localisations c'est chouette, mais nous on n'y trouve pas le même plaisir parce que quand tu fais de la localisation, t'as moins de marge, quoi. T'as moins de marge de manœuvre, et c'est normal, hein. Nous, quand des partenaires étrangers localisent nos jeux, on n'a pas envie qu'ils changent les élus, qu'ils changent des règles, etc. Puis en plus, c'est un modèle où globalement sur chaque jeu, alors ça dépend si t'es distributeur, c'est différent, mais en tant qu'éditeur, tu touches moins d'argent parce que t'as une licence à payer souvent ou une prod enfin tu payes la prod à l'éditeur original. Et donc du coup, tu peux aussi moins passer de temps sur les jeux en fait, étant donné que ça te rapporte moins d'argent. Donc c'est pas ce qui nous attire dès le début, mais à chaque fois c'était un peu des opportunités. La première fois, 12 Heroes, c'est Yellow qui nous le propose. Nous on aime déjà bien les jeux de cartes à combo avec Seb, et en fait ils nous le proposent parce qu'ils l'ont. Ils nous disent bah on a un autre jeu à 2 joueurs qu'on va sortir là et on peut pas faire les deux et on garde l'autre. Et alors c'était Star Realms l'autre, donc tu comprends qu'effectivement ils se disaient bah Star Realms c'est bien et on peut pas forcément faire 12 Heroes en même temps. Et du coup nous on y joue, on se dit bah ouais c'est chouette, c'est joueur. Là je pense que c'était un peu à la fois on aimait bien le jeu, à la fois ça ancrait aussi un peu plus l'image d'éditeur de jeux expert léger, on va dire, parce que c'était un peu joueur quand même déjà 12 Heroes. Donc 12 Heroes c'était pour ça. Après on a arrêté de faire des localisations pour les raisons que je te disais en fait, c'est qu'il faut trouver le bon projet, il faut trouver le bon coût, enfin le montage financier est pas toujours évident. Et puis on en a repris un peu, on a fait une salve de 3 avec Pandasaurus parce qu'en fait à l'époque de Wild Space et The Loop, donc ça c'est pré-Covid, il y a Pandasaurus qui commence à s'intéresser à nos jeux, qui est un éditeur américain, donc Pandasaurus, et qui commence à faire nos jeux, et on se dit ah bah tiens, on se retrouve un peu dans les jeux qu'ils font. Eux ils aiment bien l'ADA qu'on a fait sur certains jeux, et notamment sur des jeux comme Wild Space, comme The Loop. Et du coup on se dit bah ça ferait sens de se rapprocher en fait, de voir, on localise leurs jeux, ils localisent les nôtres. C'est les États-Unis, c'est un marché intéressant. Nous on était en France, pour eux aussi c'est un marché intéressant. Donc on a fait coup sur coup 3 jeux. Les jeux que tu as cités. Voilà, on a arrêté parce qu'on s'est rendu compte que eux ils étaient nettement plus nombreux que nous pour assumer ces localisations, que eux ça correspondait plus à leur modèle, que nous ça n'était pas vraiment notre modèle au final parce qu'on voulait quand même continuer à éditer des jeux. Donc on leur a expliqué en leur disant qu'on aimait bien leurs jeux mais que matériellement on n'avait pas le temps et que c'était pas nos premiers amours. Ce qu'ils ont compris.
Voilà. Et là, le dernier cas de localisation, c'est Flip 7. Flip 7, c'est vraiment un coup de cœur. En fait, alors c'est une espèce de concours de circonstances où BlackRock voit le jeu, notre distributeur. Un jour, on va chez BlackRock comme on le fait régulièrement, en fait, pour leur montrer les jeux à venir, pour avoir leur avis. Et il se trouve qu'ils ont Flip 7 et on y joue. Et rien qu'au pitch, en fait, moi je me dis mais ça doit être trop bien si ça marche comme ça, promet de marcher. Et on y joue, effectivement, on adore. C'est comme moi, on adore. On se dit bah ça nous on fait pas trop de localisation, mais en vrai ça nous intéresse. Et il se trouve que ZOP, donc USAopoly, qui édite le jeu aux États-Unis, eux ils veulent se concentrer que sur la langue anglaise. Ils cherchent des distributeurs ailleurs. Et donc, du coup, rapidement, on se dit, nous, on peut le faire ça avec l'appui de BlackRock. Eux, ils sont contents si on le fait. Nous, on adore le jeu. Voilà, c'était pas déconnant avec un jeu comme Mind-Up qui était dans la même gamme de jeux un peu légers et dans ce format de boîte. Voilà, c'est vraiment sur le coup du coup de cœur Flip 7 en se disant, ça devrait fonctionner et on aime bien, donc c'est cool. En 2020, donc il y a le coronavirus, mais il y a aussi The Loop. Et The Loop n'a pas souffert du Covid, j'ai l'impression. Il a plutôt bien marché. Comment est-ce que vous le vivez et, est-ce qu'il y a une histoire un petit peu particulière autour de ce projet qui a été aussi un gros succès? Ouais, c'était un gros succès. Enfin, ouais, c'était un bon succès. Je pense que c'est pareil. Lui, on est dans les 50 000, un truc comme ça. Comment on le vit? En fait, The Loop, c'est la fin d'année. Donc c'est le Covid, mais c'est quand même la fin du Covid. Et bon, le Covid, souvent, on s'en rappelle pas, mais le mois d'avril, quand on se retrouve tous confinés, c'est pas comme le mois d'octobre au deuxième confinement. Et notamment les boutiques, elles ont mis en place le click and collect, alors que c'était vraiment le shutdown sur le mois d'avril. Il y avait vraiment zéro vente, tout ça. Donc c'est pas du tout le même destin. Par exemple, Wildspace qui était sorti lui juste avant le salon de Cannes, avant le Covid, lui il en a beaucoup plus souffert du Covid, en tout cas en France. Il a bien marché à l'étranger parce qu'il est arrivé après. Mais en France, il a beaucoup souffert du Covid parce que toutes les boutiques étaient fermées, comme plein de jeux qui ont été tués à cette époque en fait, parce que les jeux ne sortaient plus, d'autres jeux sont arrivés derrière et donc du coup les jeux remplaçaient les nouveaux jeux de fin d'année remplaçaient les jeux qui n'avaient pas eu le temps d'exister. Mais The Loop, lui, il arrive au moment où, en fait, le deuxième confinement, il est pas aussi drastique que le premier, que les ventes marchent bien, et que les boutiques ont mis en place le click and collect, les gens se sont habitués aussi, je crois qu'il y a une espèce de vague quand même, où il n'y a pas que The Loop, il y a en fin d'année 2020, parce que c'est ça le Covid, je crois qu'il y a eu une grosse consommation de jeux de tout le monde, les chiffres je crois que les boutiques avec qui on en a discuté nous avaient dit, on fait quasiment le même chiffre d'affaires global à l'année, voire même un peu plus, alors qu'on a fermé 2 mois non-stop, quoi. Et donc c'est aussi qu'il y avait une grosse consommation fin d'année. Et The Loop, il profite à fond de ça, quoi. Il profite. Enfin voilà. Et alors j'ai plus exactement les chiffres, mais on avait dû faire 5000 exemplaires. Et effectivement, on était en rupture. Enfin, il sort en octobre et fin octobre, on était en rupture. Et comme c'est de la Chine, on n'en avait plus pour Noël, quoi. Je crois. J'ai l'impression que The Loop a eu surtout un gros retentissement à l'international avec Rado, Dice Tower qui s'en emparent. Ouais, il a été hyper bien accueilli par le marché américain. En fait, The Loop, c'est assez étonnant. C'est que les illus sont hyper clivantes pour pas mal de gens. Il y a beaucoup de gens en France qui adorent. Et il y a un partenaire, donc il y a Pandasaurus, le partenaire américain qui nous suit direct. Il y a Board Game Box, c'est un partenaire allemand qui nous suit direct. Et eux, ça marche hyper bien. Tu vois, les Américains, ils font 5000, puis ils refont 5000. Ils font 3-4 prints, je crois. Et ça marche vraiment dans 2 pays, et les autres pays ont peur en fait, parce que du coup les autres pays se disent mais le temps que ça arrive, on a un peu peur, c'est le Covid, on sait pas trop, tu vois, les illustrations sont clivantes, et c'est parce que ça marche bien dans les autres pays que du coup aux États-Unis, en France et en Allemagne, que les autres pays y vont. Mais effectivement le retentissement il a surtout été américain et allemand, et il y a eu moins de retirage dans les autres pays quoi, que la France, que ces 3 pays quoi. Est-ce que post-Covid, il y a eu des mutations dans le marché avec peut-être l'inflation ou est-ce que tu constates qu'il y a des changements Ouais, elles sont arrivées là. Hein, elles sont arrivées quand nous on a sorti Far Away. Enfin non, même un peu avant. Hein, c'est pas que le Covid. Enfin c'est le Covid, c'est la guerre en Ukraine, c'est un moment aussi les élections présidentielles, c'est l'inflation, c'est que le niveau de vie a globalement baissé, ou en tout cas les gens ne dépensent pas leur argent de la même manière, et que pour nous en tout cas, mais on n'est pas les seuls, et puis les boutiques nous l'ont dit, c'est vendre des jeux à 40 balles ou plus, ça devient compliqué quoi. Et nous on l'a ressenti assez fortement sur des jeux comme Oricalc et After Us.
qui sont sortis fin 2022 et début 2023, qui sont déjà à 45 et 40 euros, et qui ont des vies qui ont été un peu raccourcies, quoi, quand même, alors qu'on pensait qu'elle serait meilleure. Et nous, on l'a identifié comme ça, on se trompe peut-être, mais il y a probablement d'autres facteurs, mais en tout cas, il y a un facteur coût du jeu qui est devenu plus compliqué. Et paradoxalement, c'est ce qui a servi pour nous Faraway. Alors, dans à peu près ce temps-là, 2022-2023, vous êtes racheté par Hachette. Ouais. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que ça change des choses pour vous dans votre quotidien? Pas énorme. Enfin, pas à la marge, quoi. Enfin, non, c'est méchant de dire ça parce qu'en fait, on a des gros soutiens du côté de Hachette sur la logistique et ça change, mais ça change pas sur ce qu'on fait. Comment ça se passe? En fait, comment ça se passe, c'est que j'ai plus exactement à l'année, mais je crois que c'est post-Covid, je me rappelle plus. Hachette décide d'investir le jeu de société, rachète Gigamic, puis rachète BlackRock. Les distributeurs qui à l'époque étaient je crois, en deuxième et troisième position, peut-être quatrième, je sais plus vraiment où était placé Yellow. Et puis voilà, et puis après ils consolident, donc ils se disent on a des distributeurs, maintenant il nous faut des studios, donc ils en rachètent d'autres, ils ont créé from scratch, certains comme Studio H par exemple. Ou Funny Fox, et nous, ils nous rachètent, on est le 8e studio Hachette. Et ça se passe parce que BlackRock nous dit que Hachette veut faire l'acquisition de studios justement pour augmenter leur portefeuille, et nous, la proposition nous intéresse, et on dit ok, allons-y. En plus, avec BlackRock, on est en confiance, voilà. On rencontre les personnes d'Hachette, le courant passe bien, et voilà, ça se fait comme ça. Et sur ce que ça change qu'on est aidé sur des trucs qui sont chiants en fait, mais que tu es obligé de faire quand tu fais de l'édition de jeu, notamment tout ce qui est prod et logistique et qui prend du temps. Alors c'est important parce que c'est aussi comme ça que tu gagnes de l'argent, hein, c'est en faisant des reprints, tout ça, et notamment à l'international. Mais ça prend du temps. Les trucs juridiques, voilà, il y a des services qui sont des services transverses qui sont mis à disposition des studios Hachette, et ça c'est avec des gens en plus qui sont hyper compétents et qui sont d'une efficacité incroyable, et bien plus que nous en tout cas. Donc ça, on gagne du temps, mais sur toute la partie éditoriale, on est libre de nos choix. C'est-à-dire qu'on édite un jeu comme on veut, on édite les jeux qu'on veut. On a deux responsables qui sont Isabelle et Guylaine qui, elles, aiment jouer, notamment en famille, donc elles sont toujours contentes de jouer à nos jeux, on leur les montre avec plaisir. Mais elles nous disent jamais... Enfin, elles peuvent nous dire, moi j'aime pas ce genre de jeu, si tu veux, mais elles nous disent jamais, oh là là, vous devrez pas faire ça. Mais ce qui me semble être la logique, en fait, hein, à partir du moment où tu rachètes des studios parce que tu crois en eux, ça a pas vraiment de sens de leur faire éditer des trucs, des trucs auxquels ils croient pas, etc. Mais bon, ça me semble être la logique, mais tout le monde ne le fait pas, et Hachette a l'intelligence de le faire. En 2023, vous publiez donc un certain nombre de jeux, dont 2 qui vont beaucoup marquer, Mind Up et Faraway. Ouais. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur la destinée de ces 2 jeux et sur comment ça s'est passé pour eux? Hyper bien. Évidemment hyper bien. Mind Up, il y a eu un gros succès en France. C'était, alors je crois qu'on en avait lancé 10 000, ce qui était déjà, je crois qu'on n'avait jamais lancé. C'est Aurical qu'on avait fait 12 000 avant. Là, on a lancé 10 000, et surtout, en fait, c'était une prod Europe, et surtout, Mind Up, on a 5-6 mois. En 5-6 mois, on a relancé 5 prods, je crois, françaises. Tous les mois, en fait, on en redemandait parce que ça marchait bien pour le public français, etc. Ça a bien marché aussi à l'étranger, mais ça s'est moins installé. Et maintenant, en fait, on entend moins parler de Mind Up, mais en vrai, ça se vend encore en boutique, ça se vend dans les grandes surfaces spécialisées, et ça continue de se vendre très bien à l'année. Je veux pas dire de conneries, mais je pense qu'on doit être à entre 1000 et 2000 exemplaires par mois. J'exagère. Non, on a au moins 1000 exemplaires par mois, donc ça se vend encore bien. Ça a moins décollé à l'étranger, même si on a eu des gros tirages. Disons qu'il y a moins eu de reprints. Les gens y ont cru, puis après ça s'est essoufflé plus rapidement. Alors qu'en France, ça marche encore bien. En plus, Mind Up, qui est probablement chez nous le jeu le plus accessible qu'on ait fait. C'est encore plus simple que Q-Birds, même si ça reste quand même un petit peu suffisamment malin, on va dire, pour que ça soit pas si accessible que ça au grand public. Il y a une espèce de mécanique qu'il faut prendre en main. Voilà. Et Faraway,
Far West, c'est notre première nomination à un As d'or dans la catégorie initiée. En plus, on le gagne. Donc évidemment incroyable, parce que quand on lance une maison d'édition en 2014, on se dit pas un jour qu'on va être nommé, qu'on aura un jeu nommé à l'As d'or. Et puis c'est un jeu qui marche hyper bien. Je crois qu'il existe dans une quinzaine de pays. Il y a pas mal de reprints dans différents pays. En France, je sais plus exactement combien on est, mais je crois que là on a dépassé, je sais plus combien on est par pays, mais on a dépassé les 250 000 exemplaires monde. C'est largement notre plus gros succès depuis qu'on est lancé. Et je pense, en ça, j'en parlais tout à l'heure, je pense qu'il a vraiment été poussé par la période. En fait, il tombe aussi au bon moment. Farewell. Autant les jeux à 40, 45, 50 euros, c'est devenu hyper compliqué pour nous. Autant là, c'est 20 balles en fait, et c'est un jeu à 20 balles qui est joueur. Nous, on avait en tête un peu le modèle de Fantasy Realms, qu'on trouvait, ce jeu de WizKids qu'on trouvait hyper cool, qui est un petit jeu à combo et qui coûte 25 balles, et tu te dis le jeu il dure pas longtemps. Mais t'as des sensations qui sont hyper cool, tu réfléchis quand t'es un peu joueur initié, tout ça. Et d'ailleurs, Corentin et Johan, les auteurs de Far Away, c'est un peu ça qu'ils avaient en tête. C'est ce genre de sensations qu'ils aimaient bien et qu'ils avaient envie de reproduire avec un jeu comme Far Away, même si les jeux sont très différents. Et je pense que ça porte énormément le jeu, en fait. On se rend compte, pas que Far Away, mais en fait, nous, on se rend compte, et grâce à ce jeu et d'autres jeux, qu'en fait, tu peux avoir des jeux à 20 balles où t'as quand même de la réflexion, mais t'as pas des règles trop complexes, et ça dure pas non plus 2 heures ou même 1 heure, parce qu'une partie de Far Away, en fait, c'est 5 minutes par joueur, donc quand t'es 6, c'est 30 minutes, mais quand tu joues à 2, tu peux enchaîner en une demi-heure, t'enchaînes 3 parties. Voilà, je pense qu'il est vraiment hyper porté par son format et par la période. Et aussi évidemment par ce twist et l'efficacité du jeu qu'ont fait Johan et Corentin. Alors chez Catch Up, vous avez toujours des directions artistiques très fortes. Est-ce que tu peux nous parler de cet aspect-là du travail que vous avez alors oui, mais en vrai pas toujours. Mais c'est beaucoup ça qu'on retient, et on en est conscient et on l'a travaillé, mais parce que c'est aussi une aspiration. Il y a de toute façon un truc dès le début, et ça vient aussi, ça beaucoup de Seb, c'est l'envie de faire de pas considérer le jeu juste comme un jeu mais comme un produit, et de faire du coup des jolis jeux, d'avoir parce que voilà, c'est pas un jeu, il a besoin d'être bon, mais c'est toujours plus agréable quand il est beau. Ça c'est depuis le début, et je crois que même avec des jeux comme Sapiens et Sol dès le début, je crois que ça c'était rempli de ce point de vue-là, et on était assez reconnus sur ça, où dès le début c'était pas déconnant ce qu'on proposait. En fait, il y a un moment, c'est une bascule, et c'est le tournant Paper Tales. On travaille avec Christine Alcouf, qui est une illustratrice qui a illustré plusieurs de nos jeux depuis, comme Pharaon, Mind Up et bientôt Gatsby. Et là, on cherche un procédé. En fait, il y a beaucoup de cartes, on n'a pas beaucoup de budget, et on la connaît un peu par La Triche, qui est une association de jeux, enfin Seb la connaît, et on commence à discuter avec elle, de dire tiens, sur ce jeu-là il y a pas mal d'illus, ça va nous coûter cher, il faudrait qu'on trouve un truc pour que les illustrations, voilà, que la personne qui fasse les illustrations passe pas trop de temps à faire chaque carte, quoi. On en discute avec elle, on trouve ce procédé, c'est elle en fait, c'est en discutant avec elle qu'on le trouve, et on se dit, on lui propose en fait, on fait tiens, puisque t'en as parlé, elle est déjà joueuse, elle a jamais illustré dans le jeu, elle a fait des protos notamment, on lui dit tiens, on en a parlé, et si ça t'intéresse, allons-y ensemble, faisons ce projet-là. Donc Seb et Christine passent énormément de temps sur la mise en place de cette DA, jusqu'à trouver le bon spot, quoi, où au final chaque carte lui prendra plus de temps que prévu par rapport à ce qu'on visait, et donc du coup pour elle c'était pas fou, donc c'est bien que le jeu soit bien vendu derrière pour qu'elle puisse toucher des droits d'auteur. Mais voilà, et ça c'est un peu un tournant, parce que là le jeu marque par sa DA. Il y a des gens qui détestent, il y a des gens qui aiment bien, mais en tout cas le jeu marque pour ça. Et derrière on le refait parce qu'on aime bien. On le refait aussi. Seb il est plus porté que moi là-dedans. Tu vois, une DA comme The Loop ou Château Combo par exemple, c'est lui. Paper Tales c'est beaucoup lui. Donc il est plus que moi porté par ces DA qui marquent bien, mais on a quand même cette volonté, de faire des jeux qui se remarquent. On le fait aussi avec Q-Birds, avec ces petits oiseaux cubiques, mais en fait, il y a plusieurs trucs, c'est-à-dire qu'il y a des DA qui sortent de l'ordinaire, mais il y a des DA qui sont plus ou moins clivantes. Tu vois, par exemple, moi, Paper Tales, c'est The Loop, j'aime bien. Enfin, j'aime plus Paper Tales que The Loop, mais c'est clivant. Un truc comme Q-Birds, c'est moins clivant, c'est plus rond, c'est plus c'est fou parce que c'est un peu à la fois dans l'air du temps avec ces trucs cubiques, et pourtant pas si vu que ça dans le milieu du jeu de société au moment où on le fait.
Bon voilà. Mais en vrai, les gens retiennent beaucoup ça, mais il y a pas que ça, tu vois, par exemple, c'est pas pour leur faire injure, mais tu vois, quand on travaille avec Nayad, moi je trouve qu'il fait des super chouettes DA, mais elles sont plus considérées comme mainstream, tu vois, un jeu comme Sol, un jeu comme Sobek, quelque part c'est plus mainstream, un truc comme on fait avec Christine sur comme Mind Up, ça l'est plus aussi. Un truc comme moi j'ai fait avec Sabrina Miramont sur Havresac, c'est pareil, c'est plus mainstream. Moi je trouve que tout est joli, tu vois, mais en fait les gens retiennent surtout les DA qui sortent un peu de l'ordinaire, alors qu'en fait ça correspond à peu près à la moitié de nos jeux. Un jeu comme Fertility avec Jérémy Fleury, moi je trouve ça très joli, je trouve que la couve est par exemple très réussie, mais ça c'est pareil, c'est aussi plus, enfin voilà, c'est moins, il y a moins de parti pris prononcés. Mais les gens retiennent beaucoup ça. Alors vous avez 10 ans. Et 10 ans, vous êtes toujours deux. Vous vous entourez un petit peu, il me semble, plus les facilités apportées par Hachette. Est-ce que vous allez augmenter le rythme de sortie? Est-ce que vous prévoyez de grossir? Comment ça se passe pour vous en ce moment? Bien, merci. Alors on n'est pas tout à fait deux en vrai. On est toujours deux membres fondateurs salariés, mais en fait on n'est pas deux. Il y a les gens dont je parlais en transverse qui sont chez Hachette et qui nous aident beaucoup. Il y a aussi depuis quelques années Mathieu Bonin qui avant travaillait chez Yellow, et nous on l'avait rencontré quand on était chez Yellow, qui s'occupait de la com de Yellow et qui maintenant s'occupe de la com de plusieurs sociétés, des maisons d'édition mais pas que. Et lui il s'occupe de notre communication, et donc du coup avant c'est moi qui faisais toute la com. Maintenant c'est lui qui fait tout, et ça c'est un gain de temps de dingue. Et donc il n'est pas salarié, Ketchup, parce que nous on pourrait pas l'occuper 35 heures par semaine. Et puis on préfère travailler avec des spécialistes plutôt que des couteaux suisses comme nous on est forcé de le faire. Mais en vrai, c'est comme s'il faisait partie de Ketchup, Mathieu, parce qu'il est vraiment hyper impliqué quand on lui montre régulièrement les protos. Tu vois, c'est juste une question de temps de travail qui fait qu'il n'est pas salarié, mais voilà. Et il y a aussi depuis 8 mois, il y a aussi Caroline qui travaille quelques jours par mois pour nous, qui elle s'occupe de l'événementiel, parce que l'événementiel ça prend beaucoup de temps, Seb ça lui prenait beaucoup de temps, et donc du coup c'est aussi Caroline. Donc on est que deux, mais en fait on n'est pas vraiment que deux, c'est juste on recourt à des freelances parce que en termes de temps d'occupation de travail, et aussi on va pas se mentir, ni Seb ni moi on est des managers, enfin on fait pas ça pour ça. À la base on veut surtout éditer des jeux, donc du coup c'est aussi plus facile de travailler avec des gens qui sont autonomes plutôt que de devoir driver des gens. Nous ça nous correspond plus en tout cas par rapport à ce qu'on a envie de faire. Donc on est deux mais pas vraiment. Et est-ce qu'on va augmenter le rythme de sortie? Non, pas vraiment. On est 3 jeux, on a 3 jeux par an, des fois on vise 4, en fait on se rend compte que des retards font qu'on revient sur 3 jeux. On est souvent sur ça, il peut y avoir des exceptions. Il y a eu une année exceptionnelle, enfin un peu idiote, on n'aurait pas dû faire ça et on ne le refera plus, où on a eu 8 sorties je crois. Alors c'était vraiment un concours de circonstances, c'est-à-dire que on avait toujours nos 3 jeux de l'année, c'était l'année où il y avait Cubosar par exemple, mais en plus il se trouvait qu'on avait 2 localisations, puisqu'on avait la localisation de Sylve et de Dinosaur Island avec Pandasaurus, et en même temps on a sorti des extensions, et en même temps on a sorti la réédition de Paper Tales. Tu vois, donc on a sorti 3 jeux en propre, 2 localisations, une réédition, 3 extensions, en fait ça fait 9 sorties. Enfin voilà. Et c'est trop, en fait c'est trop. Là, donc les localisations, c'était pas le même temps de travail. Paper Tales, c'est juste qu'en fait il avait un an de retard, donc le travail avait été aussi fait à d'autres moments. Les extensions, bon, c'est des trucs qui prennent aussi moins de temps, mais c'est trop, ça sature le marché, alors on n'est pas seul, mais bon, ça participe à la saturation du marché. Nous, c'est trop de temps, on a moins le temps de faire de la com. Voilà, on l'a fait, on veut pas le refaire. Nous, on n'y arrive pas à le faire correctement, donc on laisse ça à ceux qui le font mieux que nous de sortir autant de jeux. Et on va passer au futur, et donc ce que vous nous réservez pour 2025 et la suite. Donc qu'est-ce qu'on peut attendre de Ketchup à l'avenir? Qu'est-ce qu'on peut attendre? Eh ben là, l'avenir très proche, c'est que on va voir Flip 7 dont on a déjà parlé début d'année prochaine. Donc Flip 7, c'est un jeu de Eric Olsen. C'est un jeu de stop ou encore hyper accessible qui se joue en 20 minutes. Enfin, voilà. On sort Gatsby aux alentours du mois de mai, peut-être juin, peut-être que ça débordera un peu, qui est un jeu spécifiquement à 2 joueurs, créé par Ludovic Maublanc et Bruno Catala, et qui est illustré par Christine Alcouf, comme je le disais tout à l'heure, et qui là est un jeu à 2 joueurs très interactif, à couteau tiré, où vraiment on se fait des crasses. Voilà, c'est pas tendre, mais du coup c'est un jeu à 2, donc c'est bien qu'il y ait de l'interaction, et là elle est très marquée en plus.
On nous reproche à raison de souvent faire des jeux avec peu d'interaction. Là, c'est vraiment l'inverse. Et en fin d'année arrivera Into the Maze, qui est un jeu de Sébastien Pochon, Ismaël Perrin, illustré par Jean Gouzda. Donc je pense que ça sera le premier jeu illustré, et qui là est un jeu narratif. Alors il faut que je mette tous les adjectifs dans le bon ordre. C'est un jeu coopératif en campagne de Flip and Write. Et sur ce jeu-là, je parlais des freelances, on est aussi aidé par un certain Mathieu Rivero qui s'occupe de toute la partie narration. Voilà. Et ça c'est notre line-up de l'année. Et après on a d'autres jeux parce que depuis Pharaon on essaye toujours d'avoir des jeux suffisamment à l'avance. Alors tu parlais d'avance et de processus. Quand vous signez un jeu, il va mettre combien de temps pour être édité? Quel est le processus? Nous, on aime bien dire 2 ans. Voilà. Quand on signe un jeu, on vise à ce qu'il soit édité 2 ans après, parce que on trouve que c'est difficile de faire un jeu en moins de 2 ans. Au bout d'un moment, tu rushes vraiment, et on trouve que c'est bien. Enfin, et 2 ans, ça paraît déjà long pour pas mal d'auteurs, et en tout cas 4 ans, c'est trop, quoi. Alors peut-être tu peux faire 3. Après. De fait, il y a des jeux qui, aussi quand on les a, peuvent nécessiter du développement, et en accord avec l'auteur, on le fait. Et nous, on part aussi du principe que tant qu'un jeu est pas fini, ça vaut pas le coup qu'il soit, enfin tant qu'on n'en est pas tous contents, ça vaut pas le coup qu'il soit édité. Donc, on part sur 2 ans, mais après, des fois, quand tu fais le dev, tu te rends compte qu'il y a des soucis. Et tu vois, un jeu comme After Us, par exemple, on le signe en même temps que Wellspace. Wellspace, il arrive en 2020. After Us, il arrive en 2023. Tu vois, pour des jeux signés en même temps, ça fait pas vraiment 2 ans. Florian Siriex, l'auteur du jeu, il a eu 2 enfants pendant le développement. Alors, quand on l'a signé, il n'était pas papa, et quand il est sorti, il avait 2 enfants. Donc voilà, le temps est un peu, ces 2 ans peuvent des fois être un peu extensibles, mais l'important, c'est de pas laisser les jeux de côté à partir du moment où ils sont signés, en fait, parce que je pense que c'est ça qui est le plus frustrant avec les auteurs, c'est de se dire. Ok, mon jeu il sort pas, je vois passer d'autres jeux avant, et puis mon jeu il avance pas, j'ai jamais de nouvelles. Nous, quand on fait des jeux, on peut dire, ok, ça sera 2 ans, et puis ça peut prendre du retard, et les auteurs peuvent voir passer d'autres jeux avant. Mais l'important, c'est qu'on continue à travailler avec eux, et qu'en fait, ça soit aussi d'un commun accord. C'est-à-dire, on travaille ensemble sur le jeu, il y a d'autres jeux qui passent devant, mais aussi c'est parce que ce jeu-là n'est pas prêt et que ça vaut pas le coup de le sortir. Et souvent, en fait, les auteurs sont d'accord, puisque comme on travaille avec eux, ils se rendent compte aussi de l'état du jeu et de ce qu'on vise ensemble, ce genre de choses. Alors, il paraît que vous allez avoir une nouvelle identité graphique. C'est vrai, il n'y a pas grand monde qui le sait, donc les responsables de cette information seront rapidement retrouvés. Oui, on voulait mettre un coup de jeune au logo, c'est ce qu'on est en train de faire, Bon, je vais pas dire qu'on est content du résultat, parce qu'il y a plein de gens qui vont dire « Ah, c'est ça c'était mieux avant ». Mais en vrai, si on est content du résultat, et voilà, c'est en cours de finalisation, et probablement qu'on le présentera l'année prochaine, ça arrivera dans le courant de l'année prochaine. Ça tombe bien, c'est les 10 ans. On va passer à des questions un petit peu traquenard pour Clément. C'est le moment où je m'en vais. Ouais. Ça tombe bien, t'as rendez-vous Mathieu, bientôt. moi je croyais qu'on était amis, franchement. Est-ce que tu referais un jeu comme Sapiens aujourd'hui? Oui, alors je pense, mais différemment. Le Sapiens, le truc Sapiens, c'est notre premier jeu, et on se disait, oh là là, ce qui est incroyable avec Sapiens, c'est qu'il il a de la profondeur pour les gamers, mais il est hyper accessible au grand public. Et ça, on l'a cru à peu près jusqu'à PEL, quand on l'a présenté à PEL, où les gens, quand ils jouaient, c'était tous comme ça autour de la table, on s'est dit, ok, c'est pas du tout familier. D'ailleurs, une vraie version, un vrai jeu qui part des dominos, qui est familial, c'est King Domino, et ça n'a rien à voir avec Sapiens pour le coup, en termes de, voilà. Oui, on le rééditerait, mais différemment, probablement différemment, penser autrement. Mais oui, franchement, il y a pas vraiment, il y a pas de jeu qu'on regrette. Donc, je pense que probablement on les rééditerait tous, mais probablement différemment avec de l'expérience, quoi. C'est quoi ton jeu catch-up préféré? Je m'y attendais un peu à cette question, donc j'avais préparé. En vrai, j'ai du mal à les séparer. Je pense que c'est vraiment ma catégorie de joueurs. Ça oscille entre Far Away et Paper Tales, et très probablement Château Combo, là, qui est sorti récemment. Mais voilà, ils ont comme dénominateur commun d'être des jeux de cartes, et moi j'adore les jeux de cartes, tu vois. Mais mes jeux préférés, c'est Race for the Galaxy et Terraforming Mars. Donc c'est pas,
Voilà, moi j'aime bien les jeux de cartes comme ça où tu fais des trucs avec les cartes, donc c'est un peu logique que voilà que ça soit ces 3 jeux là chez nous. Ok. Et donc il y en a pas que tu referais pas. Vraiment pas. Il n'y en a pas que je referais pas. Il y en a que je referais peut-être très différemment. Dernière question, j'aimerais savoir si tu as une boule de cristal, c'est quoi les tendances pour 2025 et 2026? Les tendances ludiques. Au global dans le jeu? Ouais. J'en sais rien. J'ai pas de boule de cristal, c'est déjà hyper dur. C'est tellement dur. Tu vois, nous, le fait que on a sorti là en peu de temps des jeux qui ont bien marché, qui sont tous des jeux à 20 €. Je pense à Faroe bien sûr, mais à Château Combo, à Rivage, à Courtisan. Et ça, on va pas se mentir, il y a une partie de chance. Tu vois, alors on l'a vu venir, mais Faroe au moment où il arrive, clairement c'est de la chance. Après, on se rend compte, on se dit, ok, bah faut probablement pas trop insister sur les jeux, mais en fait, on peut pas dire, on avait senti que tout allait s'effondrer, que les jeux plus chers allaient être plus compliqués à vendre, et donc, enfin voilà, c'est pas vrai. Franchement, nous, on n'est pas là, on a un peu du mal à sentir ces tendances. Moi, je pense qu'au bout d'un moment, on va se lasser des jeux à 20 €, et que donc, du coup, il faut faire des jeux aussi qui sont un peu plus chers, mais moi, je suis pas devin, j'en sais rien. Souvent, les tendances, on dit, ah bah oui, c'était ça la tendance, mais c'est trop tard. Merci Clément d'avoir répondu à cette question, Merci à toi. d'être venu chez nous depuis ton lointain chez toi. Hyper loin. Et on se dit à bientôt sur ludovox.fr. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, soutenir. Bref, vous le savez. Et à bientôt. Ciao. Ciao.